Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du 5e. Aujourd'hui, on va parler de centre de loisirs et je vous promets, cette fois, c'est un peu plus travaillé. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Donc aujourd'hui, c'est moi qui présenterai, Fanny, sur la question de c'est quoi un centre de loisirs et je suis accompagnée de ma Dream Team habituelle. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Voilà, notre petit chanteur Nico, notre petite Céline et notre petite Mimi. Pas petite. Oui, tout le monde est plus grand que moi, il y a On fait cette ce table, qu'on peut. mais c'est pas grave. Donc, sur la question de c'est quoi un centre de loisirs, je vais d'abord vous demander de savoir si vous savez d'où ça vient, les centres de loisirs, et de quand. De quand ça date ? Est-ce que vous avez une petite idée de tout ça ? Parce que c'est vieux. Moi, je dirais, je vois bien un truc que ça a été un peu fait par les enseignants, tu vois, année, peut-être même 1930, je sais pas. Eh bien, il faut savoir que ça date du 19e siècle par les patronages des paroisses qui ouvraient des colonies pour les enfants d'ouvriers, pour permettre à ces enfants de prendre l'air. Puis après, c'est la Ligue de l'enseignement qui a créé un mouvement laïque. Et suite à ça, il y a eu le scoutisme qui a libéré l'idée ludique des colonies éducatives et ludiques. Puis après, il y a l'entre-deux-guerres avec l'apparition de l'éduc-pop et la formation des encadrants et des directeurs pour finir sur l'après-guerre avec les comités d'entreprise qui créent les centres de vacances. Et puis, on finit avec l'État qui finance à 90% en 1947. Puis après, il y a les diplômes nationaux et puis tout s'enchaîne. On finit par avoir des centres aérés, des centres de loisirs, puis ça évolue au fur et à mesure du temps. Est-ce que vous savez à peu près quand est-ce qu'on est passé à l'accueil collectif de mineurs à caractère éducatif ? Mais elles sont vachement dures. Ah ouais, moi je suis Waouh. vilaine. J'ai peur de répondre parce que j'ai peur de perdre des points. Vas-y. Non, mais moi je fais les quotas pour les points. Non, mais déjà, est-ce que parce que on dit encore centre de loisirs, mais est-ce que pour vous ça paraissait pertinent de passer à accueil collectif de mineurs ? C'est une question, je pense, qui est importante dans notre métier. C'est quelque chose où il y a la notion éducative qui est arrivée, mais cette notion de loisir a disparu, c'est plus dans notre nom. Qu'est-ce que pour vous ça représente aussi ce passage à ce nom-là ? Je me dis, c'est quelque chose d'assez marquant en fait. Je réponds à cappella pour le coup. J'ai pas du tout bossé le sujet, mais en tout cas pour moi, c'est vrai qu'on appelle encore ça les centres de loisirs et la dimension ludique est une partie très importante de notre métier. En revanche, peut-être le fait d'avoir permuté ce nom-là en accueil collectif de mineurs amène peut-être un peu plus de légitimité dans la dimension éducative qu'on a dans notre rôle auprès des enfants. Ok. C'est ce que ça m'évoque en tout cas. Je ne sais pas si c'est la raison de base, mais je trouve ça plutôt pas mal. Je pense que c'est juste pour englober, en tout cas en 2007, ce choix a été fait pour englober et les centres de vacances, enfin les colonies, ce qu'on appelle plus communément les séjours, et l'ACM, donc le centre de loisirs. On est passé à l'ACM. On sent que l'épisode là, il est vachement bossé par Ouais. rapport à celui d'avant. Hein. Là, Fanny, t'as tout donné. Hein. Ah, moi, j'ai ouais. passé du temps à chercher. Hein. Ouais, 1 heure, on sait. Je balance tout ce qui est en off. Ouais, de ouf. Non, maintenant, moi, je pense que pour répondre à la question c'est quoi un centre de loisirs, il faut d'abord répondre à quoi ça sert. Donc, moi, en tant que parent, je viens te voir et je te dis à quoi ça sert un centre de loisirs. Alors, pour le coup, au-delà d'avoir été directrice pédagogique d'une structure, etc., je suis aussi maman. Et moi, clairement, à quoi sert le centre de loisirs dans un premier temps ? C'est un mode de garde, hein, clairement. Hein, ça me permet que lorsque je travaille ou que mon compagnon travaille, etc., ça nous permet de mettre notre fille au centre de loisirs. Mais pour le coup, j'y vois plus que ça, puisque je sais que dans les centres de loisirs, il va y avoir un projet pédagogique qui va être travaillé, donc des projets d'animation. Donc,
du coup des activités qui vont avoir du sens, qui vont être cohérentes, qui vont avoir des vrais objectifs pédagogiques. Et donc, forcément, de par mon métier, je cherche aussi tout ça en mettant ma fille au centre de loisirs. Mais si je suis vraiment honnête, c'est avant tout un mode de garde, pour moi, en tant que maman en tout cas. Bah, c'est là où on voit qu'il y a plein de parents qui nous appellent encore garderie, Tout à fait. malheureusement. Ouais, Oui, ça pique toujours un ça peu. fait mal. Après, il y a aussi une dimension de loisirs pour tous, dans le sens où, que ce soit famille qui ait de l'argent ou pas, nous on s'en fout et faut qu'on puisse accueillir tout le monde avec le plus de plaisir et de loisirs possible pour tous. Tout à fait. Moi, je pense que dans cette dimension de à quoi ça sert, il y a aussi cette notion de ça sert à faire découvrir des choses aux enfants. C'est un lieu de découverte et un lieu de socialisation. C'est là où on apprend le vivre en groupe, le vivre ensemble, tout ça. Il y a vraiment un apprentissage, un côté éducatif, mais autre, en fait, sur la vie, sur la société, etc. On a ce côté-là aussi dans le centre de loisirs qu'il n'y a pas forcément à l'école. Bah, c'est clair, sur la vie de groupe, sur la vie, le vivre ensemble et tout, on est le lieu pour tout apprendre. Enfin, que ce soit de la maternelle jusqu'au plus grand, c'est là où on apprend tellement de choses en groupe que tout peut se régler, quoi. Oui, effectivement, à l'école, alors bien évidemment qu'à l'école, il y a aussi le vivre ensemble, etc. Mais je pense que les enfants et les jeunes s'autorisent plus de choses en accueil collectif de mineurs qu'à l'école. Ils ont peut-être moins de pression. Pas le même cadre, il y a moins d'attendus. En fait, on n'attend rien d'eux. Enfin, il n'y a pas de cette histoire de compétences ou voilà. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans notre métier aussi, parce qu'on est à la fois beaucoup sur le collectif et en même temps, il y a cette liberté qui permet à chacun de s'exprimer dans toutes les sens de sa personnalité. Et je trouve ça super, ce côté, l'individu au cœur du collectif. Oui. Et à nous tous, à chaque diversité, en fait, on peut arriver à faire un ensemble qui soit super... productif en termes de partage, d'échange, d'apprentissage, de connaissances. Et pour moi, c'est un peu l'essence de mon métier aussi. C'est mettre au cœur de notre métier chaque individualité pour faire un joli collectif et finalement à l'image de ce qu'on espère, une société plus épanouie demain. Oh, alors là, franchement, c'est la Michel. Bon bah, allez, je me barre. Ah non, C'est j'ai tout besoin pour moi. Mais... Encore 92 questions. Hein. On se moque pas. Moi, j'ai travaillé. Non, mais du coup, peut-être pour ces gens qui sont pas dans ce milieu, je pense que c'est aussi important d'expliquer comment ça fonctionne, comment on part d'un projet éducatif et d'un projet après péda, etc. Je pense qu'il y a un fonctionnement dans les centres de loisirs aussi. Il faut savoir qu'il y a 2 types de centres de loisirs. Il y a les types de centres de loisirs associatifs et les types aussi communaux. Ouais, c'est pas les mêmes fonctionnements. On n'a pas tous le même but. On n'a pas tous les choses, quoi, les mêmes choses. Alors, on n'a effectivement pas tous les mêmes fonctionnements. Pour autant, dans ce que tu disais, les projets éducatifs, etc., c'est pour tout le monde la même chose. Donc effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas les centres de loisirs et comment ça fonctionne en termes éducatifs en tout cas, il faut se dire que les activités, on se lève pas un matin en se disant bah tiens, aujourd'hui je vais faire de la poterie, quoi. Il faut savoir que les activités sont pensées, réfléchies et on y cherche un but, une finalité. On veut atteindre un objectif pour développer des choses chez les enfants et les jeunes. Et donc, on va parler de projet d'animation. Mais ce projet d'animation, il n'est pas non plus n'importe comment. Au-dessus de ça, il va y avoir ce qu'on appelle un projet pédagogique qui, lui, va être rédigé par très souvent les directeurs de structure. Et quand c'est bien fait avec aussi l'équipe, avec l'équipe pédagogique. Et dans ce projet pédagogique, alors oui, on va y trouver l'organisation du centre de loisirs, mais on va aussi y retrouver les objectifs généraux de ce que on veut mettre en place sur le terrain. Et c'est le projet d'animation qui va traduire ces objectifs-là. Et puis encore au-dessus du projet pédagogique, on va avoir le projet éducatif qui, lui, est rédigé par très souvent le bureau de l'association,
gestion, par exemple, les coordinateurs, ouais, etc. Eux, ils vont plus parler d'intention éducative. Donc, on va être encore sur quelque chose de plus large. Et plus on va aller vers le terrain, plus on va réduire l'entonnoir. Il faut vraiment voir ça comme un entonnoir. Et après, encore au-dessus, on va avoir les... Ah, j'ai dit quelque chose qui apparemment fait rire Fanny. Oui, c'est le mot entonnoir, tout à fait. Vous me raconterez oui, on a une petite private joke okay. sur les entonnoirs de la formation, forcément. Et encore au-dessus, on va avoir les projets de territoire, etc., les PEDT, voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on monte un projet dans un centre de loisirs au niveau des animateurs, en fait, notre projet, il peut rayonner beaucoup plus largement sur le territoire. Enfin, j'ai monopolisé un peu la parole, là. Non, mais c'était trop bien ce que tu as dit. Tout pareil. Voilà, tout pareil. Ouais, après, moi, je pense que c'est important aussi de voir cette dimension on part d'une activité, mais en fait, il y a tellement plus. Ouais. Mais pour mener tous ces projets, tout ça, il y a des gens dans un centre de loisirs, et il n'y a pas que les animateurs, en plus. Il faudrait peut-être qu'on parle aussi de toutes ces personnes qui interviennent dans ces centres de loisirs, parce qu'en final, on est quand même assez nombreux à intervenir en fonction qu'on soit en communal ou en associatif. Il y a différentes personnes qui interviennent. Je pense à l'associatif, par exemple, on a les animes, mais on a aussi tout ce qui va être direction. C'est généralement là où on va forcément oublier des personnes. Ouais. Mais en tout cas, si on part des personnes que côtoient les parents, il y a les animateurs, forcément. Il y a toutes les personnes annexes, type personnes de ménage, etc. Au-dessus, il y a les directeurs. Alors, il y a beaucoup de directeurs en centre de loisirs. C'est vrai que quand on connaît pas le monde des centres de loisirs, on peut vite confondre. Mais ça peut être directeur d'accueil périsco, directeur des mercredis, directeur de vacances. Je crois que j'en oublie pas. Les directeurs de structure. De structure, après, voilà, qui est là encore au-dessus. Donc, directeur de structure, c'est la personne qui chapeaute vraiment toute la structure et qui est en lien direct avec le CA. Le CA, c'est souvent en associatif, c'est des parents ou des personnes qui sont intéressées par le projet de l'association. CA pour conseil d'administration. Ouais, exact. Donc c'est le conseil d'administration qui choisit les grandes directives en fait de l'association. Et souvent ces personnes-là sont donc des parents. Donc faut quand même se mettre en tête que c'est des parents qui sont nos patrons, à nous animateurs ou directeurs. Voilà, en gros, je pense que j'ai fait toutes les strates. Non, t'as oublié le secrétaire. Oui. Le secrétariat qui a une c'est vrai place. Tout ça aussi, mais ça c'est... Oui, mais face aux parents, c'est vrai que le secrétaire a une place assez importante, nous, en association, pour le lien, etc., pour nos différents projets. Bisous, Coco, si tu nous entends. Moi, je fais une petite dédicace à ma Christellou. Bisous toutes les secrétaires des centres de loisirs. Moi, j'ai un secrétaire, allez. Non, mais en vrai de vrai, le ou la secrétaire, qu'importe, ils ont un rôle on se rend pas compte, mais alors pour moi, là où je bossais, Christelle, la secrétaire, était vraiment le socle de tout le monde, quoi. Elle savait, dès qu'on avait une question, dès qu'elle connaissait les allergies de chacun. Bref, elle côtoie tellement les parents, elle est tellement en direct avec eux pour les inscriptions, etc., que finalement, les dossiers d'inscription, elle les avait en tête et elle était d'une ressource pour nous à ne pas minimiser, vraiment, au sein d'une équipe. Moi, la secrétaire où je bosse, c'est une encyclopédie des familles qui est hallucinant. C'est ça, c'est une encyclopédie. C'est fou. Comme tu dis, c'est une pierre angulaire du truc. Enfin, elle est hyper importante et c'est vraiment une personne à pas négliger dans un centre de loisirs, c'est clair. Et qui, en tout cas, ça fonctionne comme ça chez moi aussi. Elle fait aussi partie des réunions d'équipe qui sont importantes, justement, parce que, comme disait Céline, c'est une véritable ressource pour toute l'équipe. Elle a accès à des informations parfois qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est hyper important qu'elle fasse partie de la réflexion, même du projet pédagogique. Tout à fait. Et du coup, dans ce centre de loisirs, là, on a parlé du personnel, mais il y a aussi, si on faisait une visite de votre centre ou d'un centre de loisirs basique, parce que actuellement, avec Vigipirate, on va pas se mentir, normalement, les parents ne rentrent plus, les parents restent devant, mais si on les faisait rentrer, si on faisait rentrer ces animateurs à en devenir, là, les BAFA qui sont en train de passer, ça ressemble à quoi l'intérieur d'un centre de loisirs ? Votre intérieur. Bordel. Ouais, non mais en vrai, ça peut être mystérieux vu de l'extérieur. Puis tu as autant de centres de loisirs, il y a tellement de centres de loisirs qui sont différents. C'est ça. Je pense qu'il n'y en a pas. Alors, il y a des choses qui se retrouvent évidemment, mais moi, là où je bossais, par exemple, on était quand même sur un centre de loisirs proche de La Rochelle. On était sur 10 hectares.
10 hectares de nature, dont 6 hectares de bois, qui étaient à nous, c'était privé. Donc t'imagines le truc, voilà. Normalement, si vous habitez proche de La Rochelle, Vous avez voyez tous- compris de quel centre on parle. Voilà, et après, qu'est-ce qu'on va y retrouver qui est propre à enfin, qui est plutôt commun. Spécifique en plus, même, au centre de loisirs, je pense. On va avoir forcément les salles d'activité qui vont être organisées peut-être par tranche d'âge, selon les centres. Mais selon les centres, ça ne va pas être les mêmes tranches d'âge. Ça dépend vachement de la direction, en vrai. Ouais. Enfin, les directeurs font pas mal de choix là-dessus. Enfin, moi, je vois, depuis que je suis en direction de mon accueil périsco, j'essaie de bosser vachement sur l'autonomie, à mort. Et en plus, j'ai de la chance d'avoir des animes qui font pas mal d'activités là-dessus, où j'ai des meubles, justement, où des activités sont en autonomie. J'essaie à fond de bosser là-dessus. Après, c'est vrai que quand tu rentres dans mon périsco, c'est pas celui qui est le plus décoré, c'est pas, voilà, mais il y a un choix pédagogique là-dessus qui est important pour moi, quoi. Et pour revenir à ce que disait Céline, peut-être sur les socles communs, effectivement, il y a les espaces intérieurs qui sont souvent divisés par tranche d'âge. Et il y a aussi forcément, enfin j'espère un peu partout, un accès à des espaces extérieurs aussi. Ça fait vraiment partie de l'éducation populaire, pour le coup, d'avoir ce genre de terrain pour faire des activités de plein air. Et oui, après, il y a toujours un moment où on peut accueillir les parents, il y a les bureaux administratifs un peu partout. Il y a la pièce magique, il y a la régie aussi. Ah bah. la fameuse. La pièce magique. La régie, ouais. On pourrait faire une émission sur les régies. Ouais. Je le note. Que tu ranges là. 1 milliard de fois. Ou pas. Ouais, tu vas aussi trouver une infirmerie. Voilà, ce genre de choses, c'est tout ça Dans va mon faire. centre, moi j'ai une menuiserie par exemple. Ah ouais. J'ai une menuiserie, une salle peinture. Ah, mais toi, dans ton centre, t'as. Ouais, j'ai 2 ateliers. Ouais. Si c'est ça que tu veux dire. Oui, Arrêtez Ouais, de crâner. ouais, c'est Ouais. clair. Voilà. Il y a des centres de loisirs qui ont des salles de motricité aussi reliées à leur centre. Mm. Ouais. Il y a différentes choses, des cuisines aménagées, il y a plein de possibilités en fait. Mais c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec une salle par groupe et des bureaux en général au Et minimum. t'as des centres qui font tout l'inverse, qui n'ont pas de groupe attitré, où tout le monde se mélange, où ça existe. Oui, j'en Et, connais un. et Où franchement, c'est plus pourquoi des pas. salles à thème en fait au final que des salles par âge. C'est le thème bricolage. Là, c'est la salle où on va faire tous les arts plastiques. Là-bas, c'est le coin pour pouvoir aller tout le temps dehors ou faire des jeux sportifs. Ça se répartit différemment. Moi, j'ai longtemps bossé dans un périsco où c'était un accueil 3-12 ans, où seul le goûter était séparé. Il y avait les 3-6 d'un côté, les 6-12 de l'autre, mais uniquement par souci de place. Et après, les jeux et les activités, on se débrouillait pour les adapter, voilà. Mais tous les jeux, c'était un joyeux bordel, quoi. Enfin, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, justement, c'est ça qui est cool, quoi. Voir des CM2 jouer avec des 3-4 ans à la dinette, c'est génial. C'est clair. Tu parlais des extérieurs tout à l'heure, Michel, et vous, dans vos centres, vous avez des extérieurs, parce que alors moi je sais que c'était assez unique d'être sur 10 hectares, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de structures il y a des centres de loisirs qui sont au sein des écoles, donc où l'enfant finalement ne sort jamais de ces murs-là, quoi. Bah après, moi, j'ai la chance d'avoir un centre au milieu d'un parc et d'avoir un deuxième centre aussi qui est certes dans une école, mais qui est relié à un city, à un skatepark, qui est à côté de la mer. Donc c'est pareil, ça permet d'avoir des facilités d'aller faire des activités à la plage, faire des activités sur le skatepark, etc. Donc moi, c'est vrai que j'ai cette chance-là, mais c'est pas le cas partout, hein, en effet. Oui, moi, c'est un peu comme toi, Fanny. Alors, pour le coup, on a un centre de loisirs attenant à une école élémentaire. Donc, on a une cour bien à nous et on peut se servir de la cour de l'école aussi. Et on a la chance d'avoir des extérieurs de folie, quoi. On est à côté de plages, de bois, de marais. On peut sortir un city-stade, un stade de rugby. Enfin, il y a toutes les infrastructures qui sont mises à notre disposition. Et je tiens à préciser que je travaille pour un centre de loisirs municipal et c'est un choix aussi d'élus de faire la part belle à la jeunesse et à l'enfance. Et c'est aussi pour ça que toutes ces infrastructures nous sont accessibles si facilement. Ça, là non plus, c'est pas forcément partout pareil. Et j'ai bien conscience de cette chance-là, en tout cas.
Ouais, moi je suis dans un centre de loisirs où le centre de loisirs est pile poil entre deux écoles, une mater et une LM. Ce qui fait qu'on a et la cour mater pour le côté maternel, etc. et un gros plateau sportif énorme pour les LM. Plus si on veut avoir accès aux autres cours, il y a encore une autre cour en plus. Il y a un parc qui est à 5 minutes à pied dans les villes où je suis, donc non, chanceux aussi, ça va. Là, tu parlais des maternelles et je tenais à rebondir parce que je pense qu'il y a plein de parents, il y a plein de personnes qui sont inconnues à notre milieu, mais pour créer un centre de loisirs, il faut se dire qu'il y a des règles et qu'il y a certaines choses à respecter, et entre autres pour les maternelles, il y a plein de règles spécifiques et je pense que c'est important d'en parler aussi, que de se dire qu'un centre de loisirs, ça ne se crée pas comme ça. On dépend d'une réglementation. Les animes, il y a des quotas, il y a plein de choses où là-dessus, c'est pas juste on va faire du loisir, on va faire du kiff. C'est fait de façon à sécuriser les enfants. Et entre autres, pour les maternelles, je sais qu'il y a plein de règles et qu'il y a aussi, du coup, comme à l'école, il y a ce qu'on appelle la PMI qui passe. Alors, tu sauras peut-être ce que veut dire l'abréviation, quelqu'un ? Non, je l'ai plus en tête. Protection maternelle infantile. Voilà. Et ça donne plein de ressources, en fait, pour que cette tâche particulière qui a des besoins particuliers soit accueillie dans les meilleures conditions. Et c'est pas les mêmes que les grands en général, en plus. Ouais, alors effectivement, en accueil collectif de mineurs, qu'on soit en colo ou qu'on soit centre de loisirs associatif ou collectivité, qu'importe, on est tous soumis à la même réglementation, plus ou moins, à la même réglementation et législation. On dépend du SDJES, donc le service départemental de la jeunesse, SDJE de l'éducation et du sport. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est long. C'est long. Il y a des gens qui nous écoutent de la SDJES, Ouais. ça fait pas longtemps que vous avez changé de nom. On essaie de s'y faire. Bon, c'est anciennement jeunesse et sport, Voilà. et on dit encore entre nous dans notre jargon, dans l'animation, Oui, on parle de jeunesse et sport. Voilà, et donc on est soumis à une réglementation et c'est bien normal. Hein, on s'occupe d'enfants, hein, on a la responsabilité de la prunelle des yeux des parents, hein, et on peut pas faire ce qu'on veut. Et effectivement, le centre de loisirs, faut pas croire. On peut peut-être avoir cette image vue de l'extérieur un peu babos, un peu Le fameux Nos jours heureux. le fameux nos L'âge des années 70. Quoi. Ouais, Voilà, c'est ouais. ça. Mais cette époque, elle est révolue et on fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut et on a une réglementation qui est très très stricte avec, si on parle effectivement on peut parler des taux d'encadrement qui sont différents, que l'on soit sur des temps périscolaires, que l'on soit sur des temps extrascolaires, La voilà, piscine. à la piscine, À vélo. à vélo. Ouais, Voilà, donc je sais pas si vous voulez rebondir sur les taux d'encadrement, mais c'est... Bah, on va peut-être pas tous Ouais. les dire, mais en tout cas, ouais, pour les 3-6, c'est un animateur pour 8 dans un centre de loisirs classique, on va dire. Et 1 pour 12 pour les 6-12 ans déjà. Donc ça veut dire qu'on a quand même 12 prunelles des yeux, Oui. comme tu dis. 12 enfants, 12 futurs 24. citoyens, chacun en charge. Donc c'est quand même une grosse responsabilité, il faut en être conscient, quoi. Faut vraiment en avoir conscience. Oui, puis au-delà de ça, c'est surtout qu'il faut se dire que ces quotas, ils n'existent pas que en centre de loisirs, ils existent en crèche, etc. Bien sûr. Et des fois, à 2 mois près, c'est 1 pour 5, je crois, en crèche. Et ils passent à l'école en petite section, ça passe à 1 pour 8. Il y a des fois où il faut aussi avoir conscience que c'est une question d'âge et que ça ne veut pas tout dire, quoi. Tu fais pas ce que tu veux, effectivement. Nous, le centre dans lequel je travaillais, on accueillait les enfants à partir de 6 ans. Et donc, on avait des enfants qui, pour l'été, n'avaient pas encore 6 ans. Peut-être qu'ils allaient avoir 6 ans sur septembre, octobre, novembre ou décembre de l'année. Et ces enfants-là, je ne pouvais pas les prendre parce que ils n'avaient pas encore 6 ans. Et donc, ils rentraient pas dans cette réglementation-là. Et en tout cas, ils étaient sur la réglementation des maters. Et donc, je ne pouvais pas prendre les enfants qui n'avaient pas encore 6 ans l'été, par exemple. Non, puis en plus, à ça s'ajoutent les règlements intérieurs. Dans chaque centre, on a des règles différentes, Aussi. on a des consignes différentes, on a des demandes. Avec les règlements intérieurs, il y a les horaires, il y a plein de choses dans ces règlements intérieurs, mais il y a aussi, du coup, pour les plus petits, maintenant qu'on peut venir à l'école sans être propre, les centres se sont positionnés aussi là-dessus. Pour les plus grands, il va y avoir aussi à partir de quel âge ils peuvent partir tout seuls. Enfin, il y a plein de réglementations là-dessus qui sont ajoutées en plus
grâce à notre réglementation intérieure, quoi. Effectivement, il y a la loi. Il y a la loi, il y a ce qui dépend de la loi et sur lequel il n'y a pas de discussion, hein, ça s'applique à tous. Et puis il y a la structure, le règlement intérieur que la structure va mettre en place. Propre à chaque fonctionnement. Oui. Bon, je pense qu'on a répondu à c'est quoi un centre de loisirs. Vous voyez autre chose ou pas ? Bah, là, tout de suite, non. Après, il faut que les gens n'hésitent pas à nous poser des questions en commentaire, etc. pour qu'on puisse y répondre. En tout cas, ce sera avec plaisir. Oui, parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Là, on peut dire qu'on a dégrossi on a survolé une première couche. Mais oui, faut pas hésiter. On pourrait parler de tellement de choses encore. Mais en tout cas, voilà, quand on passe son BAFA, il faut avoir conscience que, on va pas faire que jouer. Il y a plein de choses, et notamment une réglementation qui nous régit. Ou en tout cas, on va jouer, mais pas juste jouer. Oui, on va jouer c'est ça. pour Pour un les but enfants. derrière. Pour apporter aux enfants. Ouais. Exactement. Je pense que pour nos auditeurs, c'est intéressant de filer une ou deux petites clés de l'animation, comme celle où trouver le projet pédagogique et le projet éducatif des structures. Je sais que c'est différent un peu à chaque structure, mais il y a toujours moyen de se les procurer. C'est important de le savoir. C'est un document obligatoire qui doit être accessible à tous les acteurs du centre de loisirs, y compris les parents. Donc il y en a, ils vont faire le choix de l'afficher. Il y en a qui vont faire le choix de le distribuer. Il y en a qui vont le mettre sur leur site internet. D'autres, il faut juste demander. Oui, aussi, tout simplement. Tout simplement. Mais en tout cas, ne pas hésiter à... tiens, le centre de loisirs où va mon enfant, il porte quoi comme valeur, il porte quoi comme objectif pédagogique. Et toutes ces réponses-là, vous allez les trouver dans les projets pédagogiques. Et c'est pareil quand on cherche un stage, ou quand un stage BAFA, ou quand on veut bosser tout simplement en centre de loisirs. Moi je comprends pas, j'ai des collègues, je pense qu'ils n'ont jamais lu un projet péda et qui vont postuler dans un centre de loisirs, mais moi je ne peux pas postuler si je ne lis pas les valeurs du centre de loisirs avant pour être sûr d'avoir des valeurs communes, quoi. C'est hyper important pour moi. Et c'était la deuxième clé que je voulais évoquer, c'était comment être embauché dans un centre de loisirs et qu'est-ce qu'il faut pour être embauché. Donc, on a parlé tout à l'heure de BAFA, de diplôme, de tout ça. Alors effectivement, il y a un premier diplôme qu'on peut passer dès l'âge de 16 ans, qui est le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui va nous donner finalement les bases de l'animation. Hein. Mais on peut très bien être embauché sans avoir son BAFA aussi, il faut le savoir. Il y a des équivalences déjà. Il y a des équivalences, il y a des diplômes au-dessus. Et puis, il faut savoir qu'on a un quota de non-diplômés qui est autorisé. Après, en général, on prend des personnes qui ont des capacités ou qui ont des diplômes qui sont en lien. Je pense à STAPS ou à des choses comme ça où c'est arrivé souvent qu'on embauche sur l'été parce qu'il y a un intérêt aussi derrière pour l'enfant, quoi. Ouais, après, il faut pas toujours miser sur le talent. Le sans diplôme, moi, je l'ai été longtemps embauché pendant les vacances en sans diplôme parce que j'avais commencé le BAFA. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le BAFA est en plusieurs stages. Il y a des stages théoriques et des stages pratiques. J'avais commencé le BAFA et je ne l'ai pas fini, et ce qui fait que je me suis fait réembaucher à chaque vacances parce que j'étais sans diplôme. Mais c'est là où il faut vraiment prouver ce qu'on vaut aussi. Parce qu'un sans diplôme n'est pas obligatoire dans une équipe péda, et c'est pas forcément le plus facile d'embaucher un sans diplôme. Non, c'est pas le plus facile. Souvent, les animateurs qu'on va embaucher sans être diplômés, ça va souvent être des ados qu'on a un peu repérés, qui n'ont plus l'âge de venir en structure, et qui, eux, on sent qu'ils ont une fibre. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc à aller chercher. Ça peut être une future pépite de l'animation et on va s'en parler. Et on va pouvoir l'embaucher sans forcément qu'il ait le diplôme. Alors, quand je dis des ados, c'est des jeunes adultes aussi, mais on va pas embaucher un ado de 14 ans, évidemment. Ouais. Mais voilà, des gens où on va sentir qu'il y a peut-être un truc à faire. Et avant qu'il se lance vraiment dans le BAFA, on peut l'embaucher aussi dans notre structure sans forcément qu'il ait le diplôme. Un peu en aide animateur. Exactement. Des personnes accompagnées par d'autres personnes qui sont diplômées et ou expérimentées, quoi. Pour rassurer les familles, on peut peut-être qui nous écoutent, on peut peut-être dire quand même qu'il y a minimum 50% de nos équipes qui doivent être diplômées quand même. Ouais.
et que dans les autres 50%, il y a 30% qui peuvent être en stage et maximum de 20% du coup de l'équipe qui est sans diplôme. Ouais, ça aussi, fait très peu en fait. Oui, ça fait très peu. Ça aussi, c'est très réglementé. Ouais. Fort heureusement. Je vous propose de finir sur un petit jeu. Oh donc, non. ça va être pas un dans ma valise il y a, ça va être dans mon centre parfait il y a. Et à chacun de vous de rajouter quelque chose et de ne pas oublier ce qui a été dit avant. En répétant ce qui a été dit avant. Ok. J'ai une mémoire de poisson, sans Et déconner. on essaye de faire au moins 3 tours. Et puis j'invite nos auditeurs à après aller rajouter en commentaire un peu s'il y en a qui veulent rajouter dans mon centre parfait, il y a ça, pour moi il y aurait ça. Ça peut être cool. Et je vous propose de commencer. Donc dans mon centre parfait, il y a une grande régie. Très grande régie. Ça, on est clair. Dans mon centre parfait, il y a une très grande régie bien rangée. Dans mon centre parfait, il y a une très grande régie très bien rangée avec une Dream Team incroyable. Oh là 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 là. Dans mon centre parfait, il y a une régie très très bien rangée avec une Dream Team incroyable qui enregistre des podcasts. Oh, vous êtes fous. Dans mon centre, il y a une très grande régie très bien rangée avec une Dream Team incroyable qui enregistre des podcasts et une super mascotte. Une belle mascotte. Dans mon centre parfait, il y a une grande régie très bien rangée avec une super Dream Team qui enregistre des podcasts et une super mascotte. Il y a aussi des enfants quand même. Ouais. Je vois pas le rapport. Alors dans mon centre parfait, il y a quoi ? Il y a une régie incroyable, hyper bien rangée, avec une Dream Team de fous qui enregistre des podcasts, qui... T'as dit quoi, toi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Ah ouais, il y a une mascotte, évidemment, que Nico ferait très bien d'ailleurs. Et il y a des enfants, quand même. Et puis, il y a des extérieurs de fous. Oh là là, ça rajoute des trucs, ça y est. Dans mon centre de loisirs idéal, il y a une régie très très bien rangée par une Dream Team qui enregistre des podcasts, qui a une mascotte qui, en plus, m'irait très très bien, apparemment selon Céline, accompagnée d'enfants, et j'ai zappé ce que tu as dit, d'enfants et d'extérieurs magnifiques. Bah oui. Bah oui, forcément, puisque la mascotte fera des danses. Ah Allez, débrouille-toi. Oh, purée. Dans mon centre parfait, il y a une Ça doit très être grande très long pour les régie très auditeurs. bien rangée avec une Dream Team qui enregistre des podcasts, une super mascotte qui danse dehors Vous le dans faire en les même temps. super grands espaces verts. De toute façon, t'as même pas tout dit dans l'ordre. Et des enfants. Et je rajoute, forcément, parce qu'il faut ranger le costume de la mascotte, une grande costumerie. Ah oui, une costumerie de malade. Ah ouais. Ouais. Allez, Mimi, dernier tour. On va voir qui foire. On va voir qui foire. J'ai déjà tout oublié. J'ai le tout poisson oublié. rouge, j'adore. Oublié. Sur cet intermède musical, dans mon centre de loisirs parfait, il y a une très grande régie vachement bien rangée par une Dream Team qui enregistre des podcasts avec des mascottes et des enfants quand même. Ah putain, je l'ai plus. Attends. Oh là Ah, c'est là. des super extérieurs Mais de oui. malades Bah oui. où la mascotte elle peut danser. Ouais, Ouais. ouais, c'est là que ça bloque. Ah ouais, Ouais. hein, t'as vu. Mm. Vas-y, fais-moi un petit mime, Fanny. Ah ouais. Ah oui. Ouais, c'était bizarre. Alors, vous avez pas vu le mime, mais Un jour, on gardera on la surprise filmera là-dessus. les podcasts. Oui, bien sûr, une costumerie où ranger le costume de la mascotte. Et on va rajouter, c'est nul, des produits anti-mythes dans la costumerie. Allez, on va Ouais. s'arrêter sur les Ouais. mythes parce que là, elle nous a Et là, achevé. Céline nous a fait un petit signe comme on arrête. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Allez, Likez, bye partagez, bye. diffusez. Et bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.